Bonjour ou bonsoir ou bonne nuit, d'où vous vous situez à travers le monde. Je suis Benoît Gauthier, votre maître de cérémonie pour cette troisième journée du FIF 2021 du réseau francophone de l'évaluation. Bienvenue à cette troisième journée qui portera sur le nécessaire dialogue entre la demande et l'offre d'évaluation. Au cours des quelques 3 prochaines heures, nous discuterons des questions suivantes. L'évaluation doit-elle privilégier un rôle critique en remettant en question les structures de pouvoir ou un rôle administratif d'analyse du rendement? Comment faire pour que l'évaluation soit utilisée pour l'apprentissage? Quels sont les facteurs habilitants et les barrières à l'instauration d'une culture de l'évaluation? La complexité de l'environnement appuie-t-elle le besoin de professionnaliser ou rend-elle cette idée caduque? Et finalement, l'évaluation doit-elle adopter de nouvelles approches pour appréhender les nécessaires transformations? Avant d'aller plus loin, j'aimerais mieux vous connaître. Pour ce faire, je vais vous demander de répondre à une question en référence à une typologie que j'ai utilisée à quelques reprises. Ce sont Weber et Vining qui ont proposé que les valeurs des analystes, comme les spécialistes de l'évaluation, peuvent se situer dans 4 sphères. Je vais afficher une liste et vous inviter à répondre à une question. Juste un instant. Donc, cette typologie tient en 4 valeurs. L'intégrité de l'analyse qui correspond à la qualité professionnelle du travail, l'analyste qui s'intéresse ou qui est motivé par l'intégrité de l'analyse met l'accent sur le choix des outils, la qualité de l'interprétation et sur le côté technique de son travail. Une deuxième valeur, c'est la responsabilité face au client, à savoir de répondre aux besoins du client, client dans un sens général. L'évaluateur et l'évaluatrice interne ont des clients. Donc, la responsabilité face au client, c'est l'accent que l'on met sur la réponse aux besoins de cette personne ou de cette institution que l'on considère comme client. Une troisième valeur importante qui motive les analystes dans les organisations, c'est la vision de la société juste. Certains analystes travaillent en fonction de certains buts qu'ils visent ou elles visent dans leur vie personnelle et évidemment qui se transposent dans leur vie professionnelle. Cette vision de la société juste peut avoir affaire avec l'équité, avec la distribution des richesses, avec l'accent mis sur le bien-être des enfants, par exemple, et sur la place des femmes dans la société, etc. La motivation de l'analyste qui s'intéresse à la société juste est donc externe au travail d'évaluation lui-même. Et finalement, il est important de tenir compte de soi-même et du bien-être personnel. L'évaluateur et l'évaluatrice sont des individus, des humains, et ont des besoins qui doivent être comblés. Le bien-être personnel, ça passe par la capacité à mettre de la nourriture sur la table, à mettre un toit sur sa tête, et donc à s'assurer que son bien-être personnel soit assuré à travers son activité professionnelle. Je vous invite donc sur slido.com où vous entrerez le code 049 222 et pour répondre à cette question, 8 personnes l'ont déjà fait, insiste sur l'intégrité de l'analyse à l'heure actuelle. Soyez tout à fait à l'aise de répondre selon vos propres valeurs comme analyste. J'ai fait cet exercice-là, par exemple, dans le cadre de la cérémonie de clôture du Congrès de la Société canadienne d'évaluation, où la valeur de la société juste est ressortie comme étant la plus importante pour les personnes présentes. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part dans la question que je vous pose et dans les 4 choix qui vous sont offerts.
J'observe ici que pour le petit groupe qui a répondu, l'intégrité de l'analyse est l'aspect le plus important. Et je vais vous avouer que dans mes contacts à travers le réseau francophone de l'évaluation avec les collègues de nombreux pays, cette valeur est ressortie comme étant très importante et probablement représentative d'un certain moment dans l'évolution du travail professionnel, un moment où l'on doit mettre l'accent sur la qualité du travail professionnel pour se faire une place dans l'écosystème de l'administration publique et pour se faire reconnaître comme quelqu'un qui a un message particulier à porter. Alors, je vous remercie. Je laisse cette page disponible pour ceux et celles qui voudraient prendre le temps de réfléchir. J'arrête le partage et je retourne avec vous pour vous inviter. Donc, vous mentionnez maintenant que nous allons ouvrir cette troisième journée avec 2 présentations et une discussion, je l'espère, entre nos 2 présentateurs. Cette discussion qui sera menée d'abord par Ahmed Bencheikh, suivi d'Ian Davies, chacun utilisant quelques 12 minutes pour présenter leur point de vue. Et ils auront ensuite chacun 4 ou 5 minutes pour répondre à la position développée par l'autre panéliste. Et finalement, nous passerons à vos questions. Je présente Ahmed Bencheikh, qui est universitaire, sera notre premier intervenant, spécialiste international en analyse et évaluation de politique et de programmes publics de développement. Il est président fondateur de l'Association marocaine de l'évaluation, membre fondateur du réseau Evalmena et membre fondateur du réseau francophone de l'évaluation. Il est récipiendaire du prix du Maroc pour l'environnement et du prix de l'Association africaine de l'évaluation. Il a reçu une distinction du réseau Evalmena pour sa contribution à la promotion de l'évaluation dans la région. Notre deuxième intervenant sera Ian Davies, qui est consultant en gouvernance organisationnelle, en gestion exécutive et en reddition de comptes, avec un accent sur la durabilité de l'administration publique. De l'action publique, aurais-je dû dire. Il soutient le développement des capacités des conseils d'administration, des hautes directions et de la classe politique en apportant une expertise pratique et une perspective indépendante appuyée par une information évaluative de qualité. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en administration publique et est évaluateur qualifié de l'ASC. Donc, Ahmed, comment réponds-tu à cette question sur le rôle de l'évaluation? Est-ce que l'évaluation a un rôle administratif de support à l'administration publique ou est-ce que l'évaluation a un rôle transformateur qui doit aller au-delà? À toi, Ahmed. Merci, Benoît. Donc, je vais essayer de répondre à cette question-là donc, à partir de ce que j'ai préparé, en quelque sorte. Donc, mon propos, ça va être focalisé sur le rapport entre l'administration et l'évaluation, en quelque sorte, pour dégager un petit peu la réponse à la fin de mon propos. J'ai choisi de travailler, de structurer ce que je vais dire à partir de 7 analyseurs que je vais essayer de renseigner au fur et à mesure de cet exposé. Premier analyseur, c'est les structures. Donc, est-ce que l'existence, en quelque sorte, de structures qui organisent, en quelque sorte, la fonction de l'évaluation au sein des administrations et le rapport, bien sûr, de ces administrations avec l'évaluation. Si je prends le cas du Maroc que je connais le mieux, je pense que ces structures existent, en quelque sorte, principalement des structures, des institutions qui sont investies de prérogatives, en quelque sorte d'évaluation des politiques publiques. Au Maroc, c'est le Parlement, c'est la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers et la Cour des comptes. Donc, bien sûr, d'autres institutions publiques participent à la conduite des évaluations, de mandats d'évaluation, tels que l'instance nationale d'évaluation du département d'éducation, le Conseil économique, social et environnemental aussi, l'Observatoire national du développement humain. Donc, deuxième analyseur, c'est les textes. Bien sûr, au Maroc, il y a des textes qui, en quelque sorte, encadrent en quelque sorte la fonction de l'évaluation,
ce sont principalement la Constitution, les lois organiques, un certain nombre de conventions et de règlements. Bien sûr, la première instance, en quelque sorte, qui régit, qui encadre la fonction d'évaluation au Maroc, c'est la Constitution marocaine, à travers un article qui est maintenant très connu, l'article 70, qui dit expressément que le Parlement exerce le pouvoir législatif, il vote les lois et contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. En plus de la Constitution, il y a les lois organiques. Il y a 3 lois organiques qui, en quelque sorte, organisent la question de l'évaluation au niveau des collectivités territoriales. Troisième analyseur, c'est est-ce que l'administration publique au Maroc est impliquée en quelque sorte dans la demande d'évaluation. À vrai dire, la réponse est mitigée en quelque sorte, puisque l'essentiel de l'évaluation, du mandat d'évaluation, se fait à travers la Cour des comptes, bien sûr, l'ONDH, l'Observatoire national du développement humain. Mais la nouveauté maintenant au Maroc, c'est dernièrement, il y a la création d'un ministère délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. C'est une nouveauté, donc il y a un département ministériel qui s'intéresse à ça. Quatrième analyseur, c'est la disponibilité des évaluations portant sur des initiatives publiques. Je pense, il y a 4 configurations que je peux rapidement développer. D'une part, il y a une disponibilité dans un ensemble de rapports d'évaluation de la Cour des comptes, ou bien de l'instance nationale d'évaluation ou de l'ONDH, l'Observatoire national du développement humain. Généralement, ces rapports sont publiés et par conséquent, ils sont d'une certaine manière transparents. Mais l'administration publique aussi est impliquée dans des mandats d'évaluation à travers la coopération internationale, notamment les partenaires techniques et financiers, et ces rapports sont disponibles. Autre analyseur, la culture administrative de la gestion publique. Est-ce que l'administration possède une culture administrative de la gestion publique? La réponse est que cette gestion de résultats est une culture récente. Donc, elle est une culture récente. Pratiquement à partir de 2015, une nouvelle loi organique relative à la loi des finances a mis en place les principes du budget programme qui est entré en vigueur en 2018. Et par conséquent, on a commencé à travailler, à associer en quelque sorte la programmation aux indicateurs de performance. Mais beaucoup d'efforts encore à faire dans ce domaine-là pour s'adapter et vraiment générer en quelque sorte une culture administrative de la gestion publique. Concernant la culture organisationnelle de la gestion publique, au Maroc, nous avons un plan national de la réforme administrative, de l'administration, et qui est en cours toujours, et qui, normalement, devrait contribuer à l'éclosion d'une culture organisationnelle innovante et performante. Cependant, il convient de noter que l'administration est un peu réticente elle préfère ne pas s'exposer en quelque sorte. Et les administrateurs préfèrent moins prendre de risques au sein de leur organisation. Les produits d'évaluation, leur utilisation, c'est-à-dire, est encore limitée dans la mesure où ces produits d'évaluation, notamment émanant de la Cour des comptes, ils font l'objet de plans d'action au même titre que les rapports de contrôle et de gestion. Ces plans sont suivis par des inspections générales des ministères. La Cour des comptes revérifie bien sûr l'effectivité de la mise en œuvre des recommandations, mais ça reste quand même et ça donne lieu souvent à des débats contradictoires qui sont un petit peu exposés, c'est-à-dire traités par les médias, et
mais ça reste quand même très limité. En synthèse, ce que je peux dire que c'est les initiatives de mandat d'évaluation de la pratique évaluative et de la pratique évaluative de la part des ministères, elles sont plutôt rares. Sinon, en tant que partenaire d'institutions de coopération internationale, ce sont les administrations associées à des programmes de développement ou à des financements d'organisations internationales qui, en quelque sorte, sont aussi une partie prenante, en quelque sorte, des mandats d'évaluation. Mais ce que je constate, le deuxième constat important dans le cadre de cette intervention, c'est que la réalisation et l'utilisation d'évaluations de portée stratégique, elle est pratiquement inexistante. Donc, voilà, c'est court un peu, Benoît. C'est bon? Merci. Je te remercie, Ahmed. Ça nous donne un portrait de la situation. Ce que je comprends, et dis-moi si j'ai bien compris, ce que je comprends, c'est que au Maroc, dans ce contexte que tu connais le mieux, la demande d'évaluation est administrative. Elle est assez souvent en réponse à une exigence provenant des bailleurs de fonds ou des partenaires financiers internationaux, Oui. qu'il y a une culture de l'évaluation qui est en construction, mais qui n'est pas encore répandue au sein de l'administration. Est-ce que j'ai compris ton propos? C'est ça, exactement, exactement. C'est-à-dire, ça a été comme ça tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on l'administration publique a été associée à un certain nombre de mandats d'évaluation à travers la coopération internationale au début. Mais maintenant, c'est un processus en cours de changement, puisque, d'une part, il y a un certain nombre d'engagements constitutionnels et réglementaires qui préconisent quand même le recours à l'évaluation. Maintenant, on a un département qui est chargé de l'évaluation des politiques publiques. Ça veut dire que, jusqu'à maintenant, l'engagement de l'administration a été timide, très limité en quelque sorte. Pour ainsi dire, sur les 10 dernières années, puisque le Maroc s'est engagé dans une grande réforme constitutionnelle en 2011, on est pratiquement à une dizaine d'années, ce qui a été fait par l'administration publique au Maroc en matière d'évaluation est très, très peu. Très, très peu. Très bien. Très, très peu, en 10 années. Alors que si on examine ce qui est disponible comme rapport d'évaluation au Maroc sur 10 ans, on va trouver beaucoup de rapports d'évaluation de la part des partenaires techniques et financiers internationaux et aussi beaucoup de rapports d'évaluation de la société civile. Donc il y a un paradoxe en quelque sorte. Il y a un engagement au niveau constitutionnel, au niveau réglementaire, mais il y a peu de pratiques évaluatives de la part de l'administration en quelque sorte. D'accord, merci, Ahmed. Je demanderai maintenant à Ian de débloquer son micro et de nous présenter son argumentaire. Je rappelle la question, quel devrait être le rôle ou dans quelles circonstances le rôle de l'évaluation devrait-il être un rôle critique ou un rôle davantage administratif? Ian, à toi. Merci beaucoup. Dans un premier temps, est-ce que mon micro fonctionne? Oui, ça va bien, merci. Excellent. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité, l'occasion de discuter avec vous, chers collègues. Je vois aussi parmi les participantes et les participants plusieurs collègues et amis. Donc, bonjour, vous savez qui vous êtes. Donc, ça me fait un grand plaisir d'être ici. Est-ce que c'est un rôle de soutien ou un rôle de transformation que devrait jouer l'évaluation? Bon, je ne pense pas que ces idées soient mutuellement exclusives. Je pense qu'on peut faire les deux, mais je vais m'attarder donc davantage à la question du rôle de transformation que peut faire l'évaluation. Et lorsque votre président, Benoît, que je connais depuis très longue date, m'avait demandé si j'étais intéressé à partager mes idées sur cette question, je lui avais répondu que bon, j'étais prêt à parler de comment l'évaluation n'était pas un outil de transformation plutôt que l'inverse. Mais bon, on va essayer
d'être constructif et positif. Allez, je démarre mon petit chronomètre pour ne pas trop parler. Alors, rapidement, pour situer mon propos, je parle à partir d'une expérience professionnelle en évaluation, du moins récente, ces 20 dernières années, surtout dans le domaine dit de l'aide au développement. Bon, j'ai aussi un parcours de gestion au sein de gouvernements à divers niveaux. Et depuis une dizaine d'années, je m'intéresse beaucoup à des questions donc relatives aux effets des changements climatiques, mais aussi de façon plus générale à la dégradation de l'écosystème dans lequel on vit à l'heure actuelle. Et deux choses qui me semblent importantes pour communiquer donc, ma perspective de façon aussi claire que possible. Avant que l'évaluation puisse prétendre transformer ou aider à la transformation, il va falloir que l'évaluation elle-même se transforme. Et je pense que ça, c'est important. Dans un deuxième temps, il est difficile, moi je dirais, il est impossible de solutionner un problème avec le système ou à travers du système qu'il a créé, en premier lieu. Et à l'heure actuelle, je veux dire, nous sommes vraiment dans de très mauvais draps. Et c'est le résultat du système politique, social, culturel, environnemental dominant, qui est vraiment basé sur cette idée de l'exploitation des ressources planétaires, naturelles et humaines. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système, qui est un système dominant, on parle des fois du nord global vis-à-vis le sud global, etc. Mais c'est un système global et toutes ces valeurs, ces principes de réalisation ont conduit à la situation de crise dans laquelle on est à l'heure actuelle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évaluation fait partie de la mise en œuvre de ce système. D'accord ? Et je pense que ça, c'est important. Donc, en quelques mots, l'évaluation est souvent partie du problème plutôt que partie de la solution. Et si je parle de la nécessité d'une transformation de l'évaluation, c'est pour devenir partie de la solution. Alors, écoutez, nous sommes à l'heure actuelle à environ un accroissement global en température de 1,2, là, grosso modo. La COP26 vient d'avoir lieu et les estimations, les études, les modélisations, etc., nous disent que nous allons dépasser le plafond de 2 degrés à l'horizon grosso modo de 2050. D'accord ? Et qu'il est fort possible que nous dépassions le seuil désiré, le fond seuil de 1,5 d'ici 2030-2035. Alors, imaginez-vous un petit instant que nous sommes à 1,2 et même pas encore là, et on vit déjà des catastrophes naturelles, des effets climatiques sévères, critiques. Des populations meurent, c'est aussi simple que ça, et on est dans de mauvais draps. Hein, et c'est vraiment les populations qui ont le moins à voir avec le problème que l'on vit, qui en sont les premières responsables, hein, qui en font les frais. Alors, quels sont les enjeux ? Quel est vraiment l'enjeu ici pour l'évaluation ? Je pense que ce qu'il faut connaître dans un premier temps, c'est que nous sommes dans une crise existentielle grave, sérieuse. C'est une crise qui est en train d'hypothéquer non seulement la qualité de vie des populations à l'heure actuelle, particulièrement dans ces pays, comme je l'ai dit, qui sont le moins responsables de la situation dans laquelle nous sommes, mais nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Nous sommes en train d'hypothéquer, nous avons déjà hypothéqué l'avenir de nos enfants. Donc c'est une question fondamentale de justice sociale. C'est une question fondamentale de respect de la dignité, des droits fondamentaux de l'être humain. D'accord ? Et
je vous avoue, pour avoir été maintenant des décennies dans et en côtoyant le monde de l'évaluation, j'ai de plus en plus l'impression, pour paraphraser Greta Thunberg, que c'est du blablabla. C'est du blablabla. D'accord? Et que, essentiellement, ça ne sert plus ou pas à grand-chose, ne serait-ce qu'à valider finalement le système actuel. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Donc, la décision que nous avons à prendre collectivement en tant qu'évaluateur, communauté d'évaluation, c'est de décider, voulons-nous faire partie, continuer à mon sens à faire partie du problème, ou voulons-nous vraiment essayer de faire partie de la solution. D'accord? Je pense que c'est une première décision que nous avons à prendre. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout changer, tout balancer, puis bon, on recommencer à neuf. Il est tout à fait possible de soutenir la prise de décision, et je pense à plus forte raison à partir d'une évaluation qui a déjà fait cette démarche de reconnaissance du fait qu'il s'agit de faire partie de la solution, n'est pas du tout incompatible, au contraire, elle est tout à fait compatible avec ce rôle d'appui à la transformation. D'accord ? Mais je vais m'attarder un tout petit peu sur quelques éléments, quelques pistes de transformation, non pas du monde et des politiques, on va y arriver, mais dans un premier temps, de l'évaluation elle-même. Alors, j'ai deux petites diapos pour vous aider. Alors, je vois que j'ai une petite partage d'écran. Attendez un tout petit peu, je me mets en partage d'écran, est-ce que ça marche? Partage, attendez, je vais essayer, sinon je vais vous le dire, puis je vais dire oui à tout, là je ne sais pas dans quoi je me lance. Aïe, ça commence à devenir très compliqué là. Bon, alors attendez, là, je vais tout annuler. Ok. Vous m'entendez toujours? Oui, absolument. Ok, alors je vais y aller verbalement. Et de toute façon, j'ai l'intention de préparer un petit papier après cette intervention, je ne sais pas, dans les jours qui viennent, que je m'arrangerai via les bons services de Jean-Marie et de Benoît à faire circuler. Alors, dans un premier temps, et je vais essayer d'y aller point par point, il faut comprendre et pratiquer l'évaluation en tant que processus militant pour la durabilité, la liberté et la justice. Alors, ça peut peut-être sembler être des grands mots, mais ce sont, je pense, des valeurs fondamentales. Je pense qu'on les partage toutes et tous. Mais il faut intégrer ça dans notre pratique. Donc, il faut que nous soyons militants pour la durabilité, la liberté et la justice. Militants. D'accord ? Il faut que ça fasse partie de notre pratique professionnelle. Deuxièmement, il faut que nous reconnaissions, que nous acceptions et que nous redonnions leur lettre de noblesse, leur dignité à différentes visions du monde. D'accord ? Nous parlons de systèmes de connaissances, de sagesse autochtone et locale. Il faut vraiment leur donner leur place. La vision du monde prédominante à l'heure actuelle, quand j'entends produit d'évaluation, quand j'entends gestion axée sur le résultat, est une vision néolibérale qui date des années 80 et conservatrice. Et c'en est une vision. C'en est une vision, et je dirais que c'est une vision qui reflète très bien le système qui nous a menés dans les beaux draps dans lesquels nous sommes à l'heure actuelle. Donc, il faut reconnaître qu'il y a d'autres visions du monde, les accepter, les intégrer dans notre pratique. Il faut que nous comprenions que la pratique de l'évaluation est un processus politique. D'accord ? C'est un processus politique et nous devons en être conscients. Il faut que ce soit un processus politique informé et volontariste. Et par volontariste, un concept philosophique, voire métaphysique, c'est de la primauté de la volonté sur
l'intellectuel et l'intelligence. C'est la primauté, ça ne veut pas dire qu'on écarte toute forme d'intelligence ou de rationalité. Hop, je vais te parler des minutes, j'en ai 2. Mais c'est de vraiment donner la place à nos valeurs, hein, qu'elles se reflètent dans notre volonté de faire de l'évaluation un agent transformateur en se transformant nous-mêmes. Et il s'agit d'agir sur les valeurs intrinsèques et la capacité de l'évaluation en engageant et en s'engageant avec les ayants droit, c'est-à-dire les personnes qui ont des revendications justes et légitimes. C'est leur perspective qui devrait primer. D'accord ? Beaucoup de populations, dans les pays à faible revenu, font les frais de la crise dans laquelle nous sommes et n'ont aucune voix, n'ont aucun droit de citer. L'évaluation doit leur redonner leur voix, leur droit de citer. Bon, quelques éléments encore un tout petit peu plus pratiques. Il faut étudier et comprendre l'histoire de l'évaluation, particulièrement le courant dominant, qui est ce courant néolibéral auquel j'ai fait allusion, et sa trajectoire institutionnelle. D'accord ? La loi organique des finances, avec les budgets programmes et tout ça, ça a été ici en France, maintenant c'est au Maroc. Écoutez, il y a très peu de pays, en fait, qui, un, le font, dans les pays du Nord, les pays riches, et qui, deux, qui l'ont fait et où ça a réussi. D'accord ? Alors, moi, j'appelle ça du dumping intellectuel des pays riches. Et ce n'est pas la seule forme de dumping que les pays riches ont fait envers les pays à faible revenu. Il faut replacer la valeur du processus dans l'évaluation. Hein ? On est obsédé par le produit, les normes et standards de qualité d'un rapport d'évaluation. Écoutez, qui lit des rapports d'évaluation, à part l'évaluateur, le commanditaire et une ou deux personnes qui ont été engagées pour faire l'assurance qualité. D'accord ? C'est le processus de l'évaluation, nous le savons ça. C'est là que réside la valeur de l'évaluation et de son acte. Et il faut reprendre conscience et agir au niveau du processus. Un bon rapport, c'est toujours bon, mais il y a une différence entre faire un rapport sur la performance et communiquer la valeur de quelque chose. Hein, ce sont deux choses différentes. Les gens, pas tout le monde lit les rapports écrits de nos jours. Mais il faut que nous pensions en termes de communication. Il faut que nous élargissions, que nous intégrions dans nos démarches évaluatives ces différentes visions du monde. Vous savez, il y a des visions du monde qui intègrent très bien les dimensions spirituelles. C'est important, c'est à sa place. Ce n'est pas parce que notre boîte d'outils de mesure n'arrive pas ou n'a pas été foutue de vraiment essayer de les identifier, de travailler avec ça, qu'elles n'ont pas de valeur. Qu'elles n'ont pas de valeur, au contraire. D'accord ? Donc, nous devons intégrer ça dans notre pratique. Nous devons reconnaître et intégrer dans notre pratique, appréhender de façon systématique la réalité des systèmes adaptifs complexes dans lesquels nous œuvrons et par rapport auxquels nous situons notre évaluation et leurs caractéristiques, leur imprévisibilité, d'accord, les points de basculement. Je pourrais vous en nommer, on pourrait faire toute une session là-dessus, les caractéristiques des systèmes adaptifs complexes. Ben, nous devons les étudier, nous devons les comprendre, nous devons les intégrer, faire ça sérieusement. Ancrer l'évaluation dans les valeurs plutôt que dans les critères et leur équivalent. Je vous laisse là-dessus. Il m'en reste 2. Bon, j'ai parlé de communiquer et partager la valeur de l'action plutôt que de faire du reporting sur la performance. Mais dernier point, nous devons valoriser la rigueur éthique et intellectuelle avant la rigueur méthodologique et technique. Je répète, la rigueur éthique et intellectuelle doit précéder la rigueur intellectuelle et technique. Bon, je m'arrête là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Au plaisir de discuter.
Et merci beaucoup, Ian. Il y a des questions que j'essaye de noter dans la zone de clavardage. N'hésitez pas à continuer à les y placer. Je vais faire mon possible pour les relayer à nos intervenants. Ahmed, est-ce que tu veux réagir aux propos d'Ian? Oui, bien volontiers. Merci beaucoup, Yann. Donc, ça m'a fait plaisir de t'entendre parler de manière passionnée. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ce que j'ai retenu personnellement de cet appui à la transformation, c'est un certain nombre de pistes que tu as proposées qui sont d'une grande pertinence. Donc, le terme militant, ça m'a beaucoup, c'est-à-dire, c'est très fort. C'est-à-dire, ils sont engagés dans le processus militant et vraiment, nous avons l'humanité, on en a besoin, en quelque sorte. La diversité des visions aussi. On ne peut plus rester cloisonnés dans des visions néolibérales dominantes qui ont fait déjà leur temps. Aussi, un élément central dans ton propos, c'est les ayants droit. Il est temps de donner la parole aux ayants droit. C'est que les obligataires refusent de faire normalement, parce que en face des ayants droit, il y a des obligataires, notamment les États, les administrations, les parlements, et tout ce beau monde-là. Il veut rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire, il fonctionne à minima, en quelque sorte. Il ne veut pas concéder du terrain. Donc mais n'empêche, moi je trouve que c'est très dense, c'est très stimulant ce que tu as dit. C'est ce qu'il faut faire, avec lui. Et donc valoriser aussi la rigueur éthique et intellectuelle dans la démarche évaluative. Ça veut dire que, parce que valoriser aussi le processus d'évaluation. Les ayants droit souvent sont exclus des processus d'évaluation. Ou bien on associe les ayants droit et ce qu'on appelle les bénéficiaires, entre guillemets, vraiment à minima. Et encore, donc, vous voulez. Ce que je voulais conclure, c'est que ces questions de biodiversité, de durabilité, donc, elles sont majeures pour l'humanité. Il se pose maintenant dans une sorte de stress, je dirais, c'est-à-dire une tension autour des ressources. Personnellement, je viens de terminer une évaluation sur l'économie circulaire au Maroc et j'en ai appris beaucoup sur les tensions sur les ressources qui sont très limitées, dans des zones très arides, où on produit l'argan, qui est un arbre magique en quelque sorte, mais avec les années de sécheresse maintenant, avec la rareté de l'eau, ça devient des tensions au niveau communautaire, au niveau des gens qui, les rentiers en quelque sorte, ceux qui tirent profit de la filière, donc la valeur, c'est-à-dire essaient de tirer de leur côté ce qu'ils peuvent, le maximum en quelque sorte. Et je pense que c'est... merci beaucoup de nous avoir un petit peu guidés vers cette perspective qui est encourageante et qui est intéressante à poursuivre. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Je vais me faire l'avocat du diable. Alors, dans ma réaction, d'abord, je reflète quelques-unes des questions qui ont été placées dans la zone de clavardage, mais je me permets de brasser un petit peu la cage. Et il y a une brasse la cage, évidemment. Et je repartage mon écran pour vous montrer les réponses à la question que j'ai posée au départ. Et c'était encore le temps d'aller répondre. Pour ceux et celles qui n'étaient peut-être pas présents au début, rendez-vous à slido.com et inscrivez le code 049-222 pour répondre à la question suivante sur la valeur la plus importante dans votre pratique. Mais je reflète à Ian et à Ahmed que les 2/3 des personnes qui ont répondu ont d'abord placé l'intégrité de l'analyse à l'avant. Ce qui est, et c'est là que je joue l'avocat du diable, ce qui est un peu l'ancienne façon de voir les choses. L'approche que Kian a proposée et que Ahmed a soutenue serait associée davantage avec la vision d'une société juste qu'avec l'intégrité de l'analyse.
Alors, je renvoie la question à nos deux intervenants, en commençant par Yann. Nous sommes devant un système qui est fondé sur une activité professionnelle, pas engagée, mais détachée, au contraire. La valeur de la neutralité, de l'indépendance, qui était fondamentale quand moi j'ai commencé à travailler en évaluation il y a 35 ans, persiste. Alors, comment réagissez-vous au fait que ces gens éclairés qui sont avec nous aujourd'hui, qui prennent le temps de s'asseoir et de réfléchir collectivement à la place de l'évaluation dans notre vie générale, mais dans l'administration publique, reflètent le modèle dominant des 3 ou 4 dernières décennies. Alors, qui veut répondre en premier? Ian, peut-être. D'accord, merci. Je vérifie encore une fois, ça va? Ça va, tout va bien. Ok, super, tout va bien. Bon, premièrement, je trouve ça formidable qu'il y ait tant de participantes et de participants. Ce qui prouve que, bon, indépendamment des résultats du sondage, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'analyse, ça on pourrait en débattre encore une fois longuement, donc qu'il y a un désir, qu'il y a une volonté d'apprendre, d'échanger, et je sens quelque part de brasser la cage collectivement puis individuellement. Donc pour moi c'est très sain, c'est très sain. Et je sais que parmi le groupe, c'est des collègues et des amis, il y a aussi les jeunes générations, et donc ça m'apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, et je les encourage. Et il faut vraiment ne pas hésiter. Hein. Il faut vraiment, et là je parle bon aux générations qui me suivent, prenez votre place, vous pouvez influencer, vous pouvez changer les choses. Et quand je parle de la transformation d'évaluation, je veux dire, cela passe nécessairement par vous. Hein. N'attendez pas à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous. D'accord ? Allez-y, allez-y. Ceci dit, bon, il faut étudier, il faut vraiment faire ses devoirs quelque part. D'accord ? Et quand je parlais de rigueur éthique et intellectuelle, la rigueur éthique, je pense qu'elle est là, hein, ne serait-ce que parce que je pense que nous sommes tous a priori de bonne volonté et nous partageons ces mêmes aspirations de dignité et de respect de la personne humaine. Alors, pour ce qui est maintenant de la rigueur intellectuelle, qu'est-ce que je veux dire par cela ? Écoutez, à titre de professionnel, hein, je pense qu'il nous incombe d'être clair par rapport à soi-même sur ses propres valeurs, d'être clair sur quels sont nos fondements théoriques et philosophiques. Hein. Et j'inclus là-dedans d'autres visions du monde. Hein. Vous pouvez avoir des fondements religieux, vous pouvez avoir des fondements spirituels. Ça a autant de valeur qu'un autre type de fondement qui soit davantage dans la tradition, mettons, occidentale. Mais c'est une responsabilité personnelle et professionnelle d'être conscient, de continuer à les développer, de les remettre en question, d'échanger avec d'autres qui vont peut-être vouloir en débattre de façon constructive avec vous. Donc, il faut savoir communiquer ces fondements aussi, parce que c'est à partir de ça qu'on construit nos cadres de référence, nos cadres conceptuels. D'accord ? Et il n'y a pas un cadre conceptuel pour tout le monde. Hein. On a chacun de nous à développer nos propres cadres conceptuels qui peuvent ressembler à d'autres, qui peuvent des fois être certains qui sont déjà établis, parce que ces cadres conceptuels vous permettent de définir votre terminologie. Ça vous permet de définir les mots que vous employez. D'accord ? Peu importe votre langue. Parce qu'on se dit toujours, ah oui, évaluation en serbe, ça veut dire quelque chose de très différent qu'en anglais. Mais bien sûr, les mêmes mots veulent dire des choses différentes dans des langues différentes, dans des contextes différents, et dans des situations et à des moments différents. Mais l'important, c'est de pouvoir communiquer et expliquer de façon à ce que l'autre personne puisse aussi comprendre. Et donc, engager la discussion, le débat avec vous.
D'accord. Utiliser des termes comme ça, parce que bon, c'est de bon augure, hein, comme l'analyse. Ben oui, qui veut pas faire une bonne analyse? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre pratique? Comment est-ce que ça se distingue, par exemple, du raisonnement évaluatif? Ce sont des fondements. Quelle est la différence entre une approche, un design, une méthodologie, un objectif, une question d'évaluation, hein? C'est quoi la différence entre tous ces termes? Comment vous les utilisez, vous? Et est-ce que ça a du sens pour vous, pour commencer? Et ensuite, pouvez-vous les présenter, en discuter et être prêt, peut-être, à faire les changements, les améliorations qui résultent d'un échange collectif et de ce type de discussion. Vous savez, ça peut devenir très, très pratique. Et je sais, il y a des chers collègues dans le groupe, un petit peu plus jeunes que moi, qui ont travaillé avec moi, et je les laisse faire état de leur expérience, parce que tout cela finit par être très pratique. Et quand vous l'avez, cette passion, et que vous pouvez, dans le cadre d'une pratique de qualité, la transmettre et la communiquer, ça aide à transformer. Merci Yann. Ahmed, je vais te demander de réagir aussi, mais je vais rajouter une couche à la question que je te pose, toujours en tant qu'avocat du diable. Est-ce que ces messages qu'Ian nous a communiqués, que tu as appréciés dans ta réponse, sont praticables? Il y a des questions dans le clavardage sur oui, mais comment on fait ceci, comment on fait cela, comment on change dans le fond, hein, comment on change l'approche. Et j'irai plus précisément dans le contexte institutionnel que tu nous as présenté. Face aux exigences des partenaires financiers, face aux attentes des organisations internationales, à titre d'exemple, comment est-ce que l'évaluateur, l'évaluatrice, je préfère dire la communauté d'évaluation, en tant que collectif, peut réagir pour faire avancer le débat? Parce que, honnêtement, de ma perspective, je vois beaucoup de pression à la conformité, davantage que de facteurs permettant l'évolution de la pratique. Ahmed. Mais tu as raison, Benoît. Donc, la conformité, donc, ça veut, tu sais, les évaluateurs sont dans une sorte de dispositif en quelque sorte prêt, et dans lequel on s'insère ou on ne s'insère pas du tout. Généralement, maintenant, on voit les termes de référence, c'est les mêmes termes de référence pratiquement, c'est le même type de questionnement. Donc, le choix pour les évaluateurs est très limité en quelque sorte. Mais c'est-à-dire ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans ce domaine-là d'évaluation a montré ses limites aussi. Donc, à quoi ça sert l'évaluation si elle ne peut pas transformer, elle ne peut pas changer en quelque sorte les choses? À quoi ça sert finalement? Et j'en ai vu des rapports d'évaluation depuis 10 ans maintenant sur lesquels on a travaillé dans le cadre du diagnostic. On se pose des questions, à quoi ça va servir finalement? Parce qu'on a obéi, c'est-à-dire il y avait un schéma préétabli en quelque sorte, et on s'est inséré dedans en quelque sorte, on est une sorte de camisole de force, et puis on a produit son rapport et on est parti. Rien ne va changer en quelque sorte. Rien pas. Très peu, très peu. Donc c'est un peu le rôle aussi des associations nationales d'évaluation. Qu'ils plaident dans cette perspective qui a été développée par Yannick, que j'ai soutenu aussi, parce qu'il est justifié. Il est justifié. Et à la dernière édition de la Semaine marocaine de l'évaluation en 2017, il y avait le Premier ministre, le chef du gouvernement qui assistait à cette 5e édition de la Semaine marocaine de l'évaluation. Je l'ai interpellé sur ça. Il lui dit, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il faut écouter les gens. L'évaluation, c'est écouter les gens. Je lui dis que l'évaluation n'est pas seulement une affaire technique, c'est une affaire politique, en quelque sorte. Et c'est donner la voix aux gens, en quelque sorte. Donc, moi, je pense que c'est possible, certainement, c'est un
un changement de paradigme, je dirais, qui va peut-être pas se mettre en place, je l'espère. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous avez des exemples d'évaluations qui sont allées au-delà des questions de l'OCDE, au-delà des questions de base, qui sont allées ailleurs, qui ont adopté une vision du monde différente? Je vous avouerai que dans ma pratique à moi, les seuls endroits où je pourrais trouver cela, ce serait pas dans ma pratique, mais dans ce que je connais de mon environnement d'évaluation. Les évaluations de ce genre proviendraient d'universitaires qui n'avaient pas de compte à rendre à personne. Donc, d'universitaires qui avaient reçu une subvention pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Et non pas de gens d'évaluateurs et évaluatrices qui seraient vraiment intégrés au sein de l'administration, que ce soit comme évaluateurs, évaluatrices internes ou alors comme fournisseurs de services d'évaluation. Est-ce qu'il est possible d'adopter une vision critique, une vision hors cadre, alors que les pressions au financement, les pressions à la réalisation pratique des études sont-elles? Ian. Merci. Ma réponse est oui. C'est oui. Et alors, quand je parle de valoriser le processus de l'évaluation, ce n'est pas seulement cet aspect du processus vis-à-vis les gens auprès desquels on essaye d'obtenir des données. D'accord ? C'est aussi dans la relation avec le commanditaire, c'est aussi avec la relation, c'est aussi la relation avec les gestionnaires ou les responsables du programme ou de l'intervention. D'accord ? On a tendance à dire, OK, le commissionnaire, on s'attend. Ensuite, les gestionnaires du programme, ça sera à la fin quand viendra le moment d'accepter les conclusions et de valider les recommandations. Mais non, en impliquant ces collègues, parce que ce sont des collègues, les commanditaires, en impliquant les gestionnaires dans le processus, mais en vraiment les impliquant. Des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, les lumières s'allument et des fois, il y a un partage qui se fait qui est tout autant bénéfique pour l'évaluatrice ou l'évaluateur que les collègues gestionnaires, commanditaires, de gouvernance, etc. Donc, quand je parle de valoriser le processus, c'est de ça aussi que je parle. Et je pense que ça, c'est important. Pour essayer de défaire un petit peu cette idée que soit il faut être universitaire totalement indépendant pour pouvoir dire ce qu'on pense ou adopter des cadres différents. Et donc ça, je pense que c'est clé. Aussi, et je sais, je pense que c'est Elsa qui avait demandé un petit exemple concret. Vous savez aussi, on a des effets qui étaient inattendus ou qui n'étaient pas escomptés, qui sont positifs de par la façon dont on mène l'évaluation. Je vous donne un exemple très, très concret. J'achève une évaluation qui a duré 2 ans. Une évaluation dite développementale, d'accord, qui est vraiment une approche très, très différente de nos évaluations classiques, avec un petit projet, une petite organisation qui travaille à essayer de renforcer le système de gouvernance globale sur l'utilisation de la géo-ingénierie pour modifier le climat. D'accord ? Alors, c'est toute une histoire, hein, mais fascinant. Et en travaillant les gens qui font le suivi évaluation à l'intérieur de ce projet, ils m'ont dit, Yann, on a un vrai problème parce que on a 2-3 bailleurs, ils nous demandent des cibles, des indicateurs, etc., hein, tout ce que l'on connaît. Mais nous, on travaille avec des politiques, on fait de la diplomatie scientifique, on ne sait pas où ça va aller, c'est complexe, c'est compliqué, ça change.
Et c'est très difficile de faire tout ça. Alors, on a développé un espèce de petit cadre de navigation. D'accord? Parce que le but n'est pas d'atteindre l'objectif, mais c'est de savoir naviguer en fonction de certains principes. Et ils sont allés voir leurs bailleurs. Il y en a un ou deux qui ont des boîtes, on préfère les trucs traditionnels, mais il y en a un qui a cliqué et qui a dit « Ah, ça c'est intéressant parce que justement, on se rend compte que les rapports que l'on reçoit d'autres projets ne veulent strictement rien dire et on n'a aucune idée de ce qui se passe. » Et là, ils ont commencé à utiliser ça dans d'autres de leurs projets, d'autres fondations qui financent. On dit « Ah, c'est quoi ça ?» Et tout d'un coup, c'est en train d'être tranquillement exploré, mis en place par des grosses fondations. En d'autres mots, une vision du monde qui permet d'appréhender la complexité, qui est à l'aise avec l'incertitude et qui comprend qu'est-ce que c'est que d'essayer de naviguer tout ça de façon qui se tienne, c'est une autre façon de concevoir du processus évaluatif et des bases de ce processus. Et c'est un effet tout à fait inattendu, positif, mais qui a encore des ramifications. Donc voilà un exemple très très concret. Petit à petit. Ahmed, une réaction avant avant de clore la séance, pardon. Oui. Non, je voudrais donner aussi un exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est ce qu'on appelle les paiements écosystémiques. Donc, au Maroc, les paiements écosystémiques, ça consiste, c'est-à-dire, avant, pour protéger la forêt, il y avait les forestiers en quelque sorte. C'est une culture administrative française, très centralisée, et elle est toujours en opposition avec la population locale en quelque sorte. Et avec le temps et avec la dégradation de la forêt, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on arrive à un stade critique en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on propose aux ayants droit? Puisque les ayants droit, c'est les gens qui utilisent la forêt en quelque sorte. On leur propose des paiements écosystémiques. Ça veut dire qu'on répond d'abord à leurs besoins de vie, parce qu'ils sont des gens qui ont besoin de vivre, des moyens pour vivre honnêtement. Et on leur confie la protection de la forêt en quelque sorte. Ça devient leur affaire en quelque sorte. C'est une manière de les engager dans un processus carrément endogène en quelque sorte de protection de la forêt en quelque sorte. Donc, moi, je pense que il y a un deuxième exemple qui m'a beaucoup intéressé dans une évaluation avec le FEM, c'est le solaire en quelque sorte qui a été développé au Maroc. Donc, grands complexes solaires au sud du Maroc, nord, etc., qui ont fait que maintenant que le Maroc est un pays qui va vers une énergie quand même renouvelable, quand même très intéressante. Mais ça a commencé avec un projet que vous avez évalué voilà 5 ans, qui est une centrale qui fonctionne au gaz et au solaire. Mais c'est une première initiative qui a réussi et qui a amené beaucoup de gens pour découvrir ça de Chine, de Mexique. Et après, ça a été pas avec la même combinaison technologique, mais disons avec une combinaison technologique très pointue, d'utiliser le solaire au maximum maintenant au Maroc, donc au sud du Maroc. Donc, voilà. Merci Ahmed. Et merci à Ian aussi. Nos deux intervenants se sont livrés, ont livré des messages extrêmement importants. Ian a transcrit dans le clavardage des points, ces derniers points importants qu'il reprendra probablement dans cet article qu'il préparera pour nous. Je sais déjà comment nous le publierons, Ian. Alors, merci énormément. Extrêmement intéressant, une belle introduction à cette journée qui se poursuit encore pour plus de 2 heures. Je vous propose de mettre fin à cette séance et de passer à la suivante qui sera sur votre écran dans 15 minutes, vous laissant quelques minutes pour vaquer et préparer le thé ou le café pour la prochaine séance. Merci énormément Ian, merci énormément Ahmed, merci à toutes les personnes présentes et à bientôt. Bientôt.